Vous êtes-vous déjà retrouvé au milieu d'heures de pointe dans les transports en commun, entassés comme des sardines, pour ensuite être accueilli par l'odeur incontestable de la transpiration de la personne devant vous? Eh bien, cette situation peut déclencher une certaine irritation, surtout lorsque cette personne se révèle être un individu bruyant, asocial, en train de se disputer avec un ami au téléphone en mode haut-parleur. Et quand quelqu'un le confronte, il lâche quelques jurons et continue son comportement. Nous avons tous été confrontés à des personnes désagréables dans le monde extérieur. Les imbéciles sont partout. Ils sont dans le bus, dans le train, dans les rues, dans les restaurants, au travail, dans la circulation et dans nos sphères privées. Ces personnes difficiles, de tous les coins du monde et de toutes les couches sociales, ne semblent tout simplement pas savoir comment se comporter. Ou peut-être le savent-elles, mais ne se donnent même pas la peine de le faire. Comment faire face à de telles personnes? Eh bien, il s'avère que les stoïciens ont quelques éléments de réponse. Traiter avec des personnes difficiles est un thème récurrent dans la littérature stoïcienne. Ils parlaient de mauvais pères, de gens qui bousculaient dans les bains publics et de ceux qui négligeaient leur politesse et leur sens de l'hygiène dans des toilettes publiques. Alors que pouvons-nous faire face à des voyageurs bruyants et malodorants, des collègues désagréables, ou même des personnes abusives ou narcissiques avec lesquelles nous partageons notre quotidien? Cette vidéo explore la manière dont la philosophie stoïcienne aborde le traitement des personnes difficiles, y compris celles ayant une mauvaise odeur, en s'appuyant sur des expériences personnelles pertinentes. 1. Le bain. Après avoir été exilé de Rome, avec d'autres philosophes, Épictète voyagea jusqu'à Nicopolis, une ville du nord de la Grèce, où il resta le reste de sa vie. À Nicopolis, il fonda une école philosophique, et parmi ses étudiants se trouvait un jeune et brillant homme nommé Arien. Sans Arien, il est probable que nous ne discuterions pas du philosophe très estimé Épictète aujourd'hui, car il consigna une vaste collection de conférences et créa un livret avec les leçons les plus importantes de son professeur. L'une de ces leçons met en avant une pierre angulaire de la civilisation romaine, le bain. Les termes publics étaient courants dans l'Empire romain, et la culture romaine du bain, basée sur celle des anciens Grecs, se répandit dans tout le bassin méditerranéen. Le bain était principalement une pratique sociale. Les Romains visitaient les thermes pour rencontrer des amis et les inviter à des fêtes, et les politiciens y résidaient pour recueillir le soutien du peuple. Même les super riches, qui pouvaient se permettre des espaces de bain privés, fréquentaient les thermes publics en raison de leurs aspects sociaux. Les thermes offraient aux citoyens un endroit pour faire de l'exercice, rencontrer des gens, se détendre et s'amuser. Mais vous l'auriez probablement deviné. Comme une grande variété de personnes fréquentaient de tels espaces publics bondés, il n'y avait pas de pénurie d'imbéciles, vous savez, ceux qui éclaboussaient délibérément, venaient voler, ou croyaient que les thermes leur appartenaient et se comportaient en conséquence. Oui, en lisant les textes stoïciens, nous pouvons constater que, à bien des égards, la nature humaine n'a pas changé et que les personnes difficiles persistent de manière universelle à travers les générations. Alors, que suggérait Épictète en ce qui concerne la gestion des personnes difficiles de son époque? Épictète disait à ses étudiants de se rappeler de la nature de leur activité. Nous pouvons attribuer des caractéristiques spécifiques à chaque action. Dans les termes, par exemple, il y a des choses auxquelles nous pouvons nous attendre lorsque nous y allons, même si elles ne nous plaisent pas. Des gens éclaboussant l'eau, bousculant les autres, utilisant un langage abusif, criant, intimidant ou faisant un plongeon, si cela existait à l'époque. En étant conscients de ces aspects inhérents au bain, nous ne devrions pas être surpris en les rencontrant. Alors que devrions-nous faire selon Épictète? Il suggère que le point focal ne devrait pas seulement être le bain, mais aussi le maintien de son esprit calme et sous contrôle. Je cite, « Avant d'entreprendre une action, rappelle-toi de quoi il s'agit vraiment. Par exemple, si tu vas te baigner, imagine ce qui se passe généralement dans les bains. Des gens qui éclaboussent, qui poussent, qui insultent, qui volent. Ainsi, en te préparant à te baigner, dis-toi d'abord que tu veux profiter du bain tout en préservant ton calme intérieur. Applique cette approche à chaque situation. Si quelque chose perturbe ton bain, dis-toi que tu voulais non seulement te baigner, mais aussi conserver ton calme intérieur conforme à la nature. Tu ne le préserveras pas si tu t'irrites contre ce qui se passe. » Fin de la citation. De la même manière,
Explorons la nature de l'utilisation des transports en commun. Est-ce toujours une expérience où règne le silence, avec des sièges disponibles pour tout le monde? Les passagers sont-ils constamment charmants et amicaux dans le bus? Les trains respectent-ils toujours les horaires sans exception? Tout voyageur reconnaîtra probablement que, bien que des expériences positives puissent survenir, elles ne capturent pas entièrement la réalité des transports en commun. Au contraire, de nombreux aspects désagréables sont présents, tels que des personnes bruyantes, malodorantes, asociales qui essaient d'éviter les tarifs, occupent trop d'espace ou utilisent leur téléphone en mode haut-parleur dans un wagon de métro bondé. Alors, quelle est l'approche stoïcienne des transports en commun? Selon le principe d'Épictète, la réponse comporte deux aspects. Avant de partir, les stoïciens pensent à quoi s'attendre pendant leur trajet en transport en commun, puis ils se concentrent sur rester calme pendant le voyage. Donc, en prenant le bus, attendez-vous à la possibilité de retard. En prenant le train, attendez-vous à rencontrer du personnel antipathique et des passagers désagréables. 2. Les personnes qui sentent mauvais. Marc Aurèle était considéré comme l'un des bons empereurs. Il était également un adepte de l'école philosophique stoïcienne. En tant qu'empereur, il devait traiter avec de nombreuses personnes tous les jours, y compris certaines assez difficiles. Certaines personnes étaient impolies et exigeantes, d'autres étaient injustes et peu fiables. Être empereur était un travail difficile, et la responsabilité était un fardeau lourd à porter. Imaginez être la personne la plus influente en vie. Beaucoup vous envient et essaient de prendre votre place, et un vaste empire dépend de vos choix. Naturellement, Marc Aurèle cherchait une échappatoire, qui prenait, au moins en partie, la forme d'un journal dans lequel il consignait ses réflexions. Il écrivait sur la résilience en période de difficulté, le sens de la vie, la nature de l'être humain, et sans surprise, sur la manière de traiter avec des personnes difficiles. Un exemple intéressant de ses écrits montre comment il se disciplinait pour ne pas être perturbé par les odeurs corporelles désagréables des gens. Il exprimait « Ne te laisse pas irriter par l'odeur ou la mauvaise haleine des gens. À quoi bon? Avec cette bouche, avec ces aisselles, ils vont émettre cette odeur. Mais ils ont un cerveau. Ne peuvent-ils pas le comprendre? Ne peuvent-ils pas reconnaître le problème? Eh bien, tu as aussi un cerveau. Félicitations. Utilise ensuite ta logique pour éveiller la leur. Montre-leur. Fais-leur prendre conscience. S'ils écoutent, alors tu auras résolu le problème. Sans colère. » Fin de la citation. La pensée sous-jacente de cette approche est que nous ne pouvons finalement pas contrôler le comportement des autres. Marc Aurèle réalisait que même en tant qu'empereur, il n'avait pas un pouvoir complet sur ces sujets. Comme nous l'avons probablement déjà expérimenté avec les personnes autour de nous, elles ont leur propre cerveau, volonté et liberté d'action. Si quelque chose nous dérange chez eux, nous ne pouvons que le signaler en exposant clairement le problème. Mais cela garantit-il qu'ils écouteront? Non. Il y a de fortes chances qu'ils se fichent complètement de ce que nous disons. Certaines personnes sentent mauvais et s'en moquent totalement. À moins que vous ne puissiez les forcer à prendre un bain et à mettre du déodorant, leur hygiène n'est pas sous votre contrôle. Et donc, comme le diraient les stoïciens, cela ne vaut pas la peine de s'en inquiéter. 3. Les deux poignets. Quand les gens adoptent des comportements que nous n'apprécions pas, nous avons tendance à les examiner de près. Prenons l'exemple de la manière dont nous percevons nos parents en grandissant. Nous nous concentrons souvent sur leurs défauts, négligeant les aspects positifs. Certains parents font des choix terribles, d'autres ne tolèrent pas la critique, et d'autres sont difficiles à comprendre, rendant ainsi la relation compliquée. Ces traits définissent ce qui rend ces personnes difficiles à approcher. Malheureusement, il y a souvent peu que nous puissions faire à ce sujet, car seule la personne elle-même peut décider de changer. Néanmoins, Épictète nous encourage à ne pas abandonner ces personnes immédiatement. L'Enchiridion transmet une leçon ancrée dans la tolérance, soulignant que toutes les choses, y compris les personnes, ont plus d'un côté, au-delà de leurs défauts. Épictète a conseillé à un élève confronté à un frère, agissant injustement envers lui ou les autres. Tout a deux poignées, l'une que vous pouvez saisir et l'autre que vous ne pouvez pas. Si votre frère est injuste et que vous essayez de saisir la situation par la poignée de son injustice, vous utilisez une prise qui ne fonctionnera pas.
Saisissez plutôt la situation par l'autre poignée, celle qu'il est votre frère et que vous avez grandi ensemble, et vous pouvez la supporter. Dans de nombreux cas, selon mon expérience personnelle, un changement de perspective est bénéfique. Parfois, surtout lorsque je suis seul avec mes pensées, je remarque que mon esprit amplifie les aspects négatifs des gens, les transformant en individus prêts à semer le chaos dans leur entourage. La poignée, comme l'appelle Épictète, devient plus significative que la personne elle-même. Ainsi, il est utile de se concentrer sur l'autre côté de la personne, car il y a plus en quelqu'un que d'être simplement un abruti, un menteur, un idiot ou une reine du drame. Il pourrait y avoir d'autres aspects qui soutiennent un lien, d'autres poignées pour porter la relation. Cependant, la situation peut parfois être si difficile que même avec des poignées que nous jugeons acceptables, certaines personnes sont tout simplement trop toxiques pour être autour. Si tel est le cas, il est peut-être temps de prendre du recul. 4. La vanité de la vengeance. Lorsque nous sommes victimes de méfaits, l'instinct de vengeance peut surgir, nous incitant à répliquer à la hauteur du préjudice subi. Le principe du œil pour œil peut sembler légitime dans ces moments. Si quelqu'un nous a blessés ou causé du tort, ne sommes-nous pas en droit de répliquer de la même manière? Ces sentiments m'ont particulièrement touché dans mes relations avec mon père. Pendant des années, j'ai nourri des pensées de vengeance, cherchant à régler mes comptes. Cependant, ma forme de vengeance visait le succès. En tant que fils, je me sentais constamment en faute, toujours insuffisant. J'ai alors pensé que ma meilleure revanche serait de lui montrer que j'avais atteint plus de succès que lui. Bien que cette approche soit constructive et non principalement nuisible, elle demeurait une forme de vengeance alimentée par la colère. Ainsi, j'ai sacrifié une part de mon bonheur pour rendre l'appareil, ce qui, avec le recul, semble absurde. Non seulement j'ai entretenu ma douleur, mais j'ai également gaspillé mon énergie à poursuivre quelque chose, échappant finalement à mon contrôle, obtenir une réaction de mon père. La réaction que j'espérais de sa part comportait un mélange d'admiration, de reconnaissance, de regret, d'acceptation et peut-être même d'excuses. Cependant, j'ai compris qu'il ne me donnerait probablement jamais ces choses, peu importe mes réussites. Épictète offre une perspective distincte sur la futilité de la vengeance. Fondamentalement, il considère la vengeance comme inutile et préjudiciable à soi-même. Lorsque l'idée de vengeance émerge à la suite d'un préjudice subi, Épictète suggère de réfléchir à la nature même du préjudice. Qu'est-ce qu'un préjudice? Lorsqu'une personne nous trahit, cela constitue-t-il un tort? Si quelqu'un nous coupe la main, s'agit-il d'un préjudice? Bien que les normes conventionnelles pourraient qualifier ces événements de préjudice, Épictète offre une perspective plus profonde en suggérant que le véritable préjudice découle d'un manque de moralité dans les actions de quelqu'un, ajoutant une dimension éthique à la compréhension traditionnelle des préjudices. Ainsi, selon lui, si quelqu'un nous ment ou nous vole, cette personne se fait du tort à elle-même, compromettant sa vertu, considérée comme le bien véritable et unique selon les stoïciens. Épictète exprime cette idée en déclarant « Puisque le bien provient d'une intention morale, et le mal de même, examinez si ce que vous avancez ne revient pas à quelque chose comme ceci. Si quelqu'un s'est nui en me causant du tort, ne me causerais-je pas du tort en lui faisant du tort? En d'autres termes, causer du tort à l'individu qui m'avait blessé ne ferait que me nuire, soutient-il. Cela revient à dire « Ne vous abaissez jamais à leur niveau. Cela ne vaut pas le coup. » De plus, l'intention de nuire peut ne même pas se réaliser, car la douleur que nous espérons infliger dépend finalement de la réaction de l'autre à nos actions, un élément échappant à notre contrôle. Voilà comment les stoïciens abordent les personnes difficiles, même celles qui dégagent une mauvaise odeur. Comment choisissez-vous de traiter les personnes difficiles? Quelle suggestion stoïcienne préférez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.